Le mal prospère là où la responsabilité est déléguée et où le moi se dissout dans la foule. Johanna Bourke, historienne et auteure, dans An Intimate History of Killing. Pensez-vous vraiment savoir qui vous êtes? Et si je vous disais que, selon les circonstances, même les personnes les plus bienveillantes peuvent agir de manière inimaginable? Cela peut paraître effrayant, mais c'est aussi profondément révélateur. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des découvertes les plus troublantes de la psychologie. Comment l'environnement et le pouvoir peuvent transformer même les meilleures intentions. L'expérience de Stanford nous a laissé un avertissement puissant. La frontière entre le bien et le mal n'est pas aussi solide que nous le pensons. Si cela vous fait déjà réfléchir, laissez un like maintenant et abonnez-vous à la chaîne, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre façon de vous percevoir, ainsi que le monde qui vous entoure. Prêt pour ce voyage ensemble? Avez-vous déjà réfléchi à ce qui nous définit vraiment comme étant de bonnes ou de mauvaises personnes? Peut-être vous considérez-vous comme quelqu'un d'essentiellement bienveillant, incapable de nuire à un autre être humain. Mais cette perception est-elle réellement juste? Le psychologue Philip Zimbardo, dans son étude marquante menée à Stanford, nous a montré que même les personnes les plus ordinaires, lorsqu'elles sont exposées aux bonnes, ou plutôt mauvaises, circonstances, peuvent se transformer en agents de cruauté. Et cela est inconfortablement fascinant. Pourquoi, au fond, des personnes apparemment normales et même gentilles sont-elles capables de commettre des actes si terribles? C'est la question centrale que Zimbardo explore dans son œuvre « L'effet Lucifer », une plongée profonde et révélatrice dans la complexité de la nature humaine. Le titre, inspiré par la figure biblique de Lucifer, l'ange le plus aimé de Dieu devenu Satan, est une métaphore parfaite pour la transformation troublante de la lumière en obscurité. Tout comme Lucifer, Zimbardo révèle que nous avons tous le potentiel d'osciller entre bonté et mal, selon le contexte dans lequel nous nous trouvons. L'idée que le monde est divisé entre les bons et les mauvais est séduisante, n'est-ce pas? Elle procure un sentiment d'ordre et de sécurité dans un univers chaotique. Mais comme Zimbardo nous le rappelle, cette vision simpliste n'est pas seulement erronée, elle est également dangereuse. Il nous met au défi d'abandonner cette dichotomie réconfortante et d'affronter une vérité bien plus dérangeante. Le comportement humain est malléable, perméable et facilement influencé par des forces extérieures telles que des systèmes oppressifs, des structures de pouvoir et la pression du groupe. Dans la célèbre expérience de la prison de Stanford, Zimbardo a démontré exactement cela. Il a transformé des étudiants universitaires ordinaires en prisonniers et en gardiens dans un environnement simulé. Le résultat? En quelques jours, ceux qui avaient pris le rôle de gardien ont commencé à adopter des comportements autoritaires et abusifs, tandis que les prisonniers, auparavant confiants et sûrs d'eux, sont rapidement devenus soumis, angoissés et même traumatisés. Ce n'étaient pas des personnes mauvaises participant à l'étude, c'étaient des individus ordinaires, comme vous et moi. Mais l'environnement et la dynamique de pouvoir ont créé un terrain fertile pour l'émergence d'attitudes moralement répréhensibles. Et c'est précisément cela, l'essence de l'effet Lucifer. Le mal n'est pas une force lointaine, abstraite ou réservée à des figures historiques malfaisantes. Au contraire, il peut commencer par des choix apparemment insignifiants, par des actions qui semblent inoffensives. Ce que Zimbardo met en lumière, c'est que la ligne qui sépare le bien du mal n'est pas fixe, mais flexible, et souvent presque imperceptible. Mais ce n'est pas une sentence de pessimisme. Bien au contraire, en comprenant comment ces dynamiques fonctionnent, nous pouvons devenir plus conscients et mieux préparés à résister aux situations qui favorisent les comportements immoraux. Zimbardo nous invite à réfléchir. Si le potentiel pour le mal existe en chacun de nous, alors le potentiel pour le bien existe aussi. Le secret réside dans la création d'environnements qui favorisent l'empathie, la responsabilité et le respect. À la fin, l'œuvre de Zimbardo n'est pas seulement une étude sur le mal, mais un appel à l'action, une opportunité de réévaluer qui nous sommes, ce que nous défendons, et comment nous pouvons créer un monde où les forces du bien prévalent. Car bien que nous soyons tous susceptibles de trébucher, nous avons également en nous la capacité de choisir la lumière, même lorsque les circonstances tentent de nous entraîner dans l'obscurité. Que se passe-t-il lorsque l'on place de bonnes personnes dans un endroit mauvais? Cette question troublante a été le point de départ de l'une des études les plus fascinantes et dérangeantes de l'histoire de la psychologie, l'expérience de la prison de Stanford. En août 1971, le psychologue Philip Zimbardo a tenté de répondre à cette question en transformant le sous-sol du bâtiment de psychologie de l'université de Stanford en une prison simulée. Le résultat? Un voyage inattendu vers les extrêmes de la nature humaine. Tout a commencé par une simple annonce,
invitant des étudiants universitaires à participer à une étude sur la vie carcérale. Sur 75 volontaires, 21 jeunes hommes en bonne santé et psychologiquement stables ont été sélectionnés. Ils ont été répartis aléatoirement en 2 groupes, prisonniers et gardiens. Chaque participant recevrait 15 $ par jour, une somme modeste pour une expérience qui allait changer leur vie à jamais. L'idée était claire, rendre la simulation aussi réaliste que possible. Les prisonniers ont été surpris lorsqu'ils ont été arrêtés chez eux, comme s'ils étaient de véritables criminels. Conduits au commissariat local, ils ont subi tout le processus policier, prise d'empreintes digitales, photographie et enregistrement officiel. De là, les yeux bandés, ils ont été transportés jusqu'à la prison simulée. À leur arrivée, ils ont été confrontés à un choc de réalité. Leurs vêtements leur ont été confisqués et remplacés par de simples uniformes. Chaque prisonnier a reçu un numéro d'identification, et c'est ainsi qu'ils seraient appelés dorénavant. Pour renforcer la déshumanisation, ils portèrent des bonnets en nylon, cachant une partie de leurs cheveux, et une chaîne à la cheville. Ils n'avaient plus ni nom, ni identité. Ils étaient des numéros, et rien d'autre. Les gardiens, en revanche, ont reçu des uniformes, des lunettes de soleil, pour éviter tout contact visuel, et même des sifflets et des menottes. Ils n'avaient qu'une seule règle, ne pas utiliser de violence physique. En dehors de cela, ils avaient toute liberté pour maintenir l'ordre de la manière qu'ils jugeaient appropriée. La prison avait été soigneusement conçue pour paraître authentique, avec des cellules exiguës, des murs nus et des barreaux sur toutes les portes et fenêtres. Et c'est alors qu'un événement surprenant s'est produit. En quelques heures, les 2 groupes ont commencé à se conformer au rôle qui leur avait été attribué. Les gardiens, d'abord hésitants, sont rapidement devenus autoritaires. Certains ont commencé à afficher des comportements sadiques, harcelant les prisonniers avec des insultes, des règles arbitraires et des tâches humiliantes. Ils appréciaient le pouvoir qu'ils détenaient, peut-être même plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Les prisonniers, quant à eux, sont passés de jeunes confiants à des individus soumis et apathiques. Ils obéissaient aux ordres, même les plus absurdes, et commençaient à se voir comme faisant partie de cette réalité cruelle. Beaucoup sont même allés jusqu'à se retourner contre leurs camarades qui résistaient, dans l'espoir de gagner les faveurs des gardiens. Au fil des jours, la situation s'est rapidement détériorée. Les gardiens ont intensifié leurs punitions, soumettant les prisonniers à des tâches dégradantes, comme nettoyer des toilettes à main nue ou rester dans des positions inconfortables pendant de longues périodes. L'atmosphère est devenue étouffante et l'impact psychologique dévastateur. En seulement 36 heures, le premier prisonnier a subi une décompensation émotionnelle. Il pleurait de manière incontrôlable, criait et suppliait de sortir. Dans les jours qui ont suivi, 3 autres participants ont été retirés de l'expérience en raison de souffrances psychologiques intenses, présentant des symptômes tels que la dépression et la désorientation. Ce qui était le plus alarmant, tous avaient été considérés comme mentalement sains avant l'étude. Bien que l'expérience ait été prévue pour durer 2 semaines, Zimbardo a été contraint de l'arrêter après seulement 6 jours. La détérioration émotionnelle des prisonniers et l'escalade des comportements abusifs des gardiens ont rendu la poursuite impossible. L'expérience a révélé quelque chose de profond et de troublant sur la nature humaine. Après la fin de l'étude, Zimbardo a réuni tous les participants pour une séance d'éclaircissement. Beaucoup ont été choqués de constater à quel point ils avaient internalisé leur rôle. Des gardiens, qui se considéraient comme des personnes bienveillantes, ont été confrontés à leur côté sombre. Des prisonniers, auparavant confiants et résilients, ont été marqués par un sentiment d'impuissance. L'expérience de la prison de Stanford nous a montré une vérité qui résonne encore profondément. Le comportement humain n'est pas figé. Dans les bonnes ou mauvaises circonstances, nous sommes tous capables de choses que nous n'aurions jamais imaginées. Le mal, contrairement à ce que nous aimons croire, n'est pas réservé aux monstres ou aux méchants de conte. Il peut émerger dans les petites décisions, sous les pressions de l'environnement, dans les systèmes qui encouragent ou permettent des comportements immoraux. Et pourtant, il y a une leçon à tirer. Tout comme nous sommes susceptibles de céder au mal, nous pouvons aussi choisir de résister. Nous pouvons créer des environnements qui favorisent la bonté, l'empathie et le respect. Zimbardo nous a laissé une question puissante. Et si, au lieu d'être prisonniers des circonstances, nous décidions d'être les gardiens de ce qui est juste? Imaginez-vous dans une situation où vous avez un contrôle total sur d'autres personnes. Au début, vous pourriez vous sentir étrange, peut-être même mal à l'aise. Mais au fil des jours, quelque chose d'inattendu commence à se produire. La sensation de pouvoir grandit en vous, d'abord subtilement, puis elle se transforme en quelque chose de plus intense, presque irrésistible.
C'est exactement ce qui est arrivé à un groupe de gardiens lors d'une expérience sociale qui a révélé comment le pouvoir peut transformer même les personnes les plus ordinaires. L'un des gardiens, surpris par son propre comportement, a confessé « Je les forçais à s'insulter entre eux et à nettoyer les toilettes à mains nues. J'ai commencé à les voir comme du bétail. » Un autre, réfléchissant sur l'expérience, a admis presque avec culpabilité « Se comporter de manière autoritaire peut être amusant. Le pouvoir procure un immense plaisir. » Puis, le récit le plus viscéral. Un gardien a raconté comment il avait frappé un prisonnier après avoir ressenti de la peur. Il riait, mais j'étais terrifié. J'ai attrapé ma matraque et je l'ai frappé. Ce n'était même pas fort, mais j'ai été choqué par ce que j'avais fait. L'un des mécanismes les plus puissants de cette transformation est la déshumanisation. Lorsque des systèmes traitent les personnes comme étant moins qu'humaines, l'empathie et la moralité se dissolvent rapidement. Ainsi, infliger de la douleur ou de l'humiliation cesse de paraître répréhensible et devient quelque chose de justifié, presque mécanique. Dans des environnements de guerre, des prisons, ou même dans des organisations corrompues, il est courant que cette déshumanisation crée une mentalité de « nous contre eux ». Le cas de la prison d'Abu Ghraib, en Irak, illustre cela de manière troublante. Là-bas, les prisonniers ont été déshumanisés au point d'être traités comme des ennemis, et non comme des êtres humains. Et c'est cette déconnexion émotionnelle qui permet aux individus de justifier des actions qui, hors de ces conditions, seraient impensables. Un autre élément qui intensifie ce phénomène est l'anonymat. Lorsque les individus se sentent faire partie d'un collectif, comme dans une hiérarchie ou en portant un uniforme, ils tendent à diluer leurs responsabilités personnelles. Soudain, ce n'est plus « moi » qui ai fait cela, mais le système l'exige. Cette distance entre l'identité personnelle et les actions permet à des comportements extrêmes de se produire sans le poids immédiat du remords. Stanley Milgram, un autre brillant psychologue, a mené en 1961 une expérience qui a démontré la force de l'autorité sur la moralité. Sous prétexte de tester l'apprentissage, des participants étaient instruits d'appliquer des décharges électriques à une autre personne à chaque réponse incorrecte. Malgré les cris de douleur qu'ils entendaient, 65% des participants ont continué à administrer des chocs jusqu'au niveau maximal de voltage, simplement parce qu'une figure d'autorité leur disait de continuer. Ce comportement a été rendu possible grâce à ce que nous appelons le désengagement moral, la capacité d'ignorer ses instincts moraux en rationalisant des actions nuisibles. Des phrases comme « je ne fais que suivre les ordres » ou « c'est pour le bien commun » deviennent des boucliers pour la conscience, permettant que des actes terribles soient commis sans que la personne se considère comme coupable. En fin de compte, la leçon est claire. Les environnements façonnent les comportements. Lorsque le pouvoir et l'autorité sont dépourvus de supervision et d'empathie, même les individus les plus bienveillants peuvent agir d'une manière qui défie leur propre moralité. Ce n'est pas seulement une réflexion sur la psychologie, c'est un avertissement sur l'importance de créer des systèmes qui placent l'humanité au-dessus de tout. Imaginez un environnement où des justifications sont toujours prêtes à masquer des actions qui violent les droits humains. Des phrases comme « protéger la sécurité nationale » ou « maintenir l'ordre » créent un vernis de légitimité pour des comportements qui, en dehors de ce contexte, seraient inacceptables. Lorsque l'autorité valide ou ignore de telles actions, elle envoie un message clair. Ce type de comportement est permis, ou pire, attendu. Le problème ne réside pas seulement dans ce qui est dit, mais aussi dans ce qui ne l'est pas. Bien souvent, il n'y a pas d'ordre direct. À la place, l'absence de supervision ou de responsabilisation donne le feu vert aux abus. Dans des lieux comme la prison d'Abu Ghraib ou le centre de détention d'Evin, ce manque de contrôle a permis l'émergence d'une culture de cruauté, où les gardiens et les soldats étaient convaincus que leurs actions ne seraient pas remises en question. Ainsi, les abus sont devenus une routine. Et puis, il y a le silence, celui des spectateurs. Que ce soit par peur, indifférence ou sentiment d'impuissance, cette passivité contribue à perpétuer les dégâts. Lorsque personne n'intervient, le message est clair. Les actions abusives sont acceptables. Ce silence renforce l'autorité et crée un cycle qui normalise les comportements cruels. Mais comment cela se produit-il? C'est le résultat d'une combinaison puissante de facteurs. La déshumanisation transforme les victimes en simples objets, effaçant l'empathie. L'anonymat dissimule les individus derrière des uniformes ou des rôles, diluant la responsabilité personnelle. Le désengagement moral permet de rationaliser des actions nuisibles avec des justifications comme « c'est pour le bien commun ». Et l'autorité, implicite ou explicite, fait taire la conscience morale, poussant les individus à accomplir des actes qui auparavant semblaient inimaginables. Ces forces s'entretiennent mutuellement, créant un environnement où la cruauté n'est pas seulement permise, mais devient attendue.
Avec le temps, ce qui, au départ, provoquait un malaise ou un conflit intérieur se transforme en habitude. La ligne entre ce qui est moral et ce qui est inacceptable se dissout, et les individus perdent de vue les implications éthiques de leurs actions. Pour rompre ce cycle, il faut aller au-delà de la simple punition des individus impliqués. Il est nécessaire de se concentrer sur les structures et les systèmes qui permettent, et souvent encouragent, de tels comportements. Zimbardo, dans son analyse sur le pouvoir de l'autorité, nous rappelle que le problème ne réside pas uniquement dans les pommes pourries, mais dans le tonneau qui les contient. La solution commence par la responsabilisation. Pas seulement celle des auteurs des abus, mais aussi celle des institutions et des cultures qui perpétuent ces pratiques. Il est essentiel de remplacer le silence des spectateurs par une résistance active en défiant la normalisation de la cruauté. Imaginez-vous dans un contexte où la pression extérieure tente d'écraser votre volonté. Cela ressemble à un scénario de film, mais des expériences comme celle sur l'obéissance menée par Stanley Milgram ou le célèbre expérience de la prison de Stanford montrent que, dans de telles situations, la majorité cède aux forces les plus sombres qui l'entourent. Cependant, une minorité courageuse défie cette narration. Même sous la pression de figures d'autorité ou soumis à des conditions inhumaines, certaines personnes choisissent de résister, restant fidèles à leurs valeurs les plus profondes. Ces moments de résistance sont une preuve incontestable que, même dans les environnements les plus oppressifs, il existe des individus qui choisissent l'intégrité plutôt que la conformité. Ces héros du quotidien nous rappellent la philosophie de l'Übermensch de Nietzsche, quelqu'un qui transcende les normes sociales, crée ses propres valeurs et agit en conséquence. Le véritable héroïsme ne réside pas dans le fait de suivre aveuglément les règles ou les traditions, mais dans leur remise en question, dans le défi de leur validité et dans une action authentique. Mais cela n'est pas facile. Être un héros demande plus que du courage. Cela exige de la confiance en soi, un profond sens de l'éthique et la capacité de rejeter les pressions écrasantes du groupe. Selon Zimbardo, pour résister à ces forces situationnelles et systémiques, la première étape est de reconnaître le pouvoir qu'elles exercent sur nous. Le mal, comme il le souligne, ne prospère pas parce que les gens sont intrinsèquement mauvais, mais parce qu'ils ignorent souvent comment les environnements façonnent leur comportement. Ici, la psychologie de Carl Jung entre en scène avec une perspective puissante. Jung croyait que la véritable conscience de soi n'est atteinte que lorsque nous affrontons notre ombre, les aspects d'un des plus sombres et refoulés de notre personnalité. Ce n'est qu'en confrontant ces parties de nous-mêmes que nous pouvons pleinement comprendre notre capacité à la fois pour le bien et pour le mal. Et c'est à partir de cette compréhension que nous pouvons faire des choix éthiques et conscients, choisissant le bien même face aux pressions extérieures nous poussant à faire le contraire. Cette lutte intérieure n'est qu'une partie de l'héroïsme. Une autre consiste à rejeter l'attrait séduisant de la pensée de groupe et du tribalisme. Tout au long de l'histoire, d'innombrables personnes ont adhéré à des idéologies nuisibles simplement pour se sentir incluses ou éviter l'isolement social. Zimbardo souligne comment la dynamique de groupe peut éroder la responsabilité individuelle, facilitant la perpétration d'actes contraires à l'éthique. Le véritable héros, cependant, résiste à ce courant. Il refuse les loyautés aveugles et les normes oppressives, préférant tracer son propre chemin, même si cela signifie aller à contre-courant. Mais cette individualité n'est pas synonyme d'égoïsme ou d'isolement. Au contraire, c'est un acte de force intérieure qui prend en compte l'impact plus large de ses propres actions. Les héros comprennent que leurs choix résonnent au-delà d'eux-mêmes, façonnant les environnements et les systèmes qui les entourent. Ils rejettent la cruauté, refusent d'être complices d'injustice et choisissent consciemment d'être une force pour le bien. L'héroïsme, dans son essence, concerne le courage, l'empathie et l'intégrité. C'est un processus qui consiste à regarder en soi, à affronter sa propre obscurité et, à partir de là, à agir de manière à inspirer le changement. C'est un appel pour chacun de nous. Transcender la médiocrité, remettre en question ce qui nous est imposé et surtout, vivre selon nos propres valeurs, même lorsque le monde semble conspirer contre nous. Les héros ne naissent pas d'exploits grandioses du jour au lendemain. Ils émergent de choix, petits ou grands, faits dans des moments où la pression pour se conformer semble écrasante. Ce sont des personnes qui non seulement résistent aux forces qui perpétuent le mal, mais qui inspirent aussi les autres à faire de même, créant une vague de changements qui défie les normes établies. La clé de ce type d'héroïsme est la prise de conscience. Lorsque nous comprenons les mécanismes psychologiques qui nous conduisent à la conformité, à l'obéissance aveugle ou à la déshumanisation, nous acquérons des outils pour reconnaître et résister à ces forces. Cette prise de conscience ne consiste pas à condamner les autres ou nous-mêmes, mais plutôt à accepter notre humanité
et avec elles, nos faiblesses. Admettre que nous sommes tous capables de commettre des erreurs, si nous sommes exposés aux conditions adéquates, ne nous affaiblit pas. Au contraire, cela nous renforce. Cette vulnérabilité nous prépare à prendre de meilleures décisions et à éviter de tomber dans les pièges qui ont déjà capturé tant d'autres avant nous. Mais l'héroïsme ne s'arrête pas là. Il exige que les dirigeants soient tenus à des normes éthiques élevées. Il demande que les citoyens aient le courage de remettre en question l'autorité et d'exiger la justice. Créer une société où l'héroïsme peut prospérer signifie promouvoir une culture qui valorise la diversité de pensée, qui encourage le questionnement et qui célèbre ceux qui défient le statu quo. Ce n'est pas un processus automatique. C'est un effort actif, continu et intentionnel pour choisir le chemin du bien, même lorsque le mal semble être l'option la plus